Bonjour et bienvenue dans les dossiers psycho pour ce nouveau numéro. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Dorido, docteur en psychologie. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème très particulier. Il s'agit donc des pervers narcissiques. Alors comment reconnaître un pervers narcissique? Comment guérir de ce type de relation? Donc Jean Dorido en plateau aujourd'hui, docteur en psychologie et également spécialiste du développement personnel, créateur de l'application Zenfi au passage, dont nous aurons l'occasion de reparler. Eh bien, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors, un pervers narcissique, en réalité, c'est une personne qui a une difficulté à reconnaître l'autre comme étant une vraie personne. C'est ce qui fait que cette personne est qualifiée de pervers. C'est-à-dire que l'autre est considéré comme un objet et l'autre, finalement, va servir le pervers narcissique à assouvir son sentiment de toute puissance. C'est pour ça qu'on colle souvent l'adjectif de manipulateur. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, il est manipulateur, c'est-à-dire qu'il va choisir une proie et il va finalement manipuler cette proie pour qu'elle devienne finalement son objet et il va ensuite jouer avec son objet pour finalement son propre plaisir, ce qui bien sûr fait énormément de mal autour de ces personnes. Tout à fait, on l'imagine bien. Alors y a-t-il un profil type? On a compris qu'il était manipulateur, pardon. Est-ce qu'il a d'autres caractéristiques? Alors il y a des caractéristiques effectivement qu'on retrouve chez les pervers narcissiques manipulateurs, même si on peut peut-être dire dès maintenant que tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. C'est-à-dire que manipulateur, on peut tous l'être plus ou moins. Le simple fait d'insister avec quelqu'un, on dit tiens, j'aimerais bien qu'on aille au cinéma, tu as envie, ça te plairait? La personne dit oh non, j'ai pas envie. Oh mais si, ça me ferait tellement plaisir. Bon, c'est déjà un début de manipulation. Bon, pour autant, voilà, rares sont les pervers narcissiques manipulateurs. Bon, et je dis ça parce que même les caractéristiques des pervers narcissiques manipulateurs, ce sont des caractéristiques que tout le monde peut présenter. Donc il faut être vigilant de ne pas se dire attention, cette personne-là, c'est un pervers narcissique. Toutefois, on peut retenir qu'ils ont comme point commun d'être souvent des personnes très sympathiques. C'est-à-dire que le pervers narcissique manipulateur, c'est une personne qui est très séduisante. Il ne faut pas se méfier de tout. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Faut pas, dès qu'on trouve quelqu'un sympa, il ne faut pas partir en courant et dire ah, mais il va me manipuler. Non. Il y a heureusement plein de gens sympas qui ne sont pas des psychopathes. Bon. Pour autant, voilà, c'est vrai que le pervers narcissique, c'est souvent une personne qui est très sympathique, une personne qui est très séduisante et souvent c'est une personne qui a beaucoup de succès. Dans la vie, elle est très affable, tout le monde l'aime bien et c'est souvent d'ailleurs un premier moyen, une première étape. On va trouver très sympathique quelqu'un, on va même un peu s'enticher d'une personne comme ça en disant voilà. Une autre caractéristique typiquement, c'est que quand une personne pervers narcissique jette son dévolu sur vous, elle va réussir, parce qu'ils ont quand même un certain talent, ces personnes-là, cette personne va réussir à vous donner le sentiment qu'elle vous comprend mieux que quiconque. Et donc on va s'enticher de cette personne, on va rencontrer une personne qui est très sympathique, qui est vraiment super, avec laquelle on s'entend étonnamment bien, à tel point qu'on va dire à ses amis, à son entourage, écoute, c'est quand même inouï, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans ma tête, on est en phase, c'est incroyable de se comprendre à ce point. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de pervers narcissiques manipulateurs, c'est vrai. D'accord, donc au début, tout est beau, tout est rose, et il y a un moment de bascule. Alors exactement. Justement, qui intervient à quel moment? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que... Alors, c'est-à-dire que oui, c'est une bonne question Émilie, merci. C'est vrai que donc il y a cette période que vous venez de décrire, je dirais, qui est une période lune de miel, en fin de compte, on pourrait dire. Donc tout est beau, on est vraiment sous le charme de cette personne avec qui ça se passe extrêmement bien. Et puis, il va y avoir effectivement une bascule, ça va être en fin de compte la première crise. C'est-à-dire que cette personne qui était extrêmement sympathique, qui était même parfois à la limite de la flatterie, de dire mais alors vraiment, qu'est-ce que je m'entends bien avec toi, qu'est-ce que je t'aime, il n'y a qu'à toi que je peux dire ça. Donc une relation presque un peu fusionnelle, si vous voulez. Bon. Et puis, il va y avoir un moment, une crise.
Et là, les témoignages concordent en fin de compte tous pour dire je ne reconnaissais, c'était pas la même personne. Vraiment, je ne la reconnaissais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Souvent, on ne comprend pas. Et ça marque effectivement, je dirais hélas, le début de la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu cette phase de lune de miel. Et puis à partir de cette première crise, ce qui va se passer hélas très souvent, c'est que les crises vont se répéter, vont devenir de plus en plus fortes, en intensité, en violence, avec parfois des extrémités tragiques. Alors les crises, justement, cela peut être... est-ce que c'est lié à de la jalousie? Est-ce qu'il y a vraiment des symptômes, en fait, qui doivent alerter la personne? Alors ça, je dirais, Émilie, que ça dépend finalement des profils de pervers. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut être sous l'angle de la jalousie, de dire... parce que, donc, si vous voulez, les étapes de la relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur, il y a cette phase de lune de miel et on va se retrouver véritablement sous emprise. C'est-à-dire qu'on est soit amoureux, c'est une relation amoureuse, soit vraiment ultra fusionnelle, si c'est une relation avec un ami. Bon. Et donc, il va y avoir la première crise, et donc, suivant les profils, ça peut être de la jalousie, et là, la personne va commencer à dévaloriser l'autre, à accuser l'autre, en disant « mais est-ce que tu as vu comment tu te comportes ? C'est incroyable de se comporter comme ça. Tu ne t'es pas vu. » Et ça, c'est effrayant, c'est que le pervers narcissique va commencer à nous faire douter. C'est-à-dire qu'il rentre dans la tête de sa proie et il va dire par exemple, si c'est de la jalousie, mais tu ne t'es pas vu, mais tout le monde était gêné de voir ton comportement, tellement c'était sans nom, quoi. Et donc ça peut être la jalousie, mais ça peut être par exemple sur l'entourage, comme le pervers narcissique va, si vous voulez, isoler sa victime pour la rendre encore plus sous emprise. Ça peut être une crise autour de « mais ta copine machine, mais vraiment quel imbécile, elle est ridicule », enfin voilà. Vraiment des interventions très très négatives qui peuvent prendre différents aspects. Ça peut être la jalousie, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur les relations, sur la famille. Bref, en réalité, le pervers narcissique va tout faire pour mettre le doute dans l'esprit de la personne et commencer à la dévaloriser. D'accord. Alors en fait, c'est vraiment, il se met au-dessus de tout le monde, si j'ai bien compris, c'est ça, et il rend coupable finalement sa victime, donc sa victime qui culpabilise. Vous avez raison, Émilie, il se met au-dessus de tout le monde. Le pervers narcissique peut aussi se mettre en dessous. C'est-à-dire qu'il y a des profils de pervers narcissiques qui vont toujours se présenter en victime. Parce que ça, c'est une caractéristique très fréquente aussi chez tous les pervers narcissiques. Ça n'est jamais de leur faute. C'est toujours la responsabilité de l'autre. Et donc, bien sûr, parfois le pervers se met au-dessus et parfois il se met en dessous. Ça n'est jamais de sa faute, mais tu comprends, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai été obligé, et puis c'est de ta faute aussi, tu vois. Je ne sais, on parlait de la jalousie tout à l'heure. Un pervers narcissique va pouvoir, par exemple, casser le smartphone de sa proie, complètement le détruire, donc c'est ultra violent. Et après dire, mais tu comprends, c'est de ta faute, je suis tellement amoureux de toi, et toi tu m'insécurises, tu es tellement, tu aguiches les uns les autres, donc tu comprends, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai cassé ton faute parce que je t'aime. Donc c'est jamais de sa faute, et là vous voyez, il est un peu victime, il est un peu en dessous, on aura presque l'impression d'avoir un garçonnet avec soi, alors qu'en réalité c'est quand même une personne très dangereuse. Oui, donc le nom de pervers qui, effectivement, c'est un trait de caractère très complexe, en tous les cas. C'est-à-dire que le pervers, c'est vraiment, si on va à l'extrême du pervers, c'est ce qu'on appelle un psychopathe. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas d'empathie pour les autres. C'est-à-dire que là où nous tous, on voit un enfant qui casse son jouet, qui a du chagrin, ça va nous faire un pincement au cœur. On va dire, oh, ben quand même le pauvre. Et le psychopathe, si vous voulez, lui, il n'a aucune empathie. Vraiment, ce qui peut arriver aux uns et aux autres, ça ne le concerne pas. C'est ça qui fait la caractéristique du pervers. Donc les autres sont des objets, exactement comme des jouets en réalité. D'accord, donc ça c'est ce qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique. Mais est-il conscient de ce qu'il fait ou lui-même est-il victime finalement de sa pathologie ?
Alors, bon, disons, sans faire du victimisme, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? C'est sûr que le pervers narcissique manipulateur, c'est une personne qui est très stratège. C'est-à-dire que la personne, effectivement, est tout à fait lucide sur le fait qu'elle manipule les autres. Et donc oui, elle est tout à fait en conscience. Ça, c'est le côté pervers. Et puis le côté narcissique, elle est d'autant plus en conscience de ce qu'elle fait que tout ça, ça vient la valoriser, ça vient nourrir son sentiment de toute puissance. Elle est là, pour le coup, effectivement, dans sa tête, elle est meilleure que tout le monde. Elle réussit à obtenir ce qu'elle veut. Et alors, sur la dernière question, est-ce qu'elle est victime finalement de ce qu'elle est? On pourrait dire d'une certaine façon, oui, elle est un peu victime dans la mesure où ce sont des personnes qui sont étrangères à l'amour, étrangères à une vraie relation d'échange et qui sont, dans le fond, condamnées à une solitude permanente en réalité. Parce que ça, c'est le côté justement pathologique de la perversion, c'est que la personne est inapte à créer des vraies relations, à moins de faire un vrai travail de rééducation affective, finalement. D'accord. Et donc, on imagine bien que quand on est dans ce type de relation, c'est complexe de devoir déceler, puisque c'est un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. À quel moment est-ce que, justement, on se rend compte qu'on fait face à un pervers narcissique? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous, en tant que docteur en psychologie, vous décelez chez vos patientes le moment clé qui a fait qu'elles sont venues vous consulter? Alors, c'est vrai que ce qui revient quand même systématiquement, c'est, entre autres choses, il y a d'autres signes avant-coureurs, toutefois, quand on commence à se dire « mais est-ce que je deviens fou ?» C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va vraiment réussir à faire douter la personne d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on pourrait presque dire, un projet de destruction de l'autre. Et c'est des personnes qui sont capables de vous dire blanc et vraiment dans la minute qui suit de vous dire mais ça ne va pas à la tête, j'ai jamais dit ça, j'ai dit noir. Mais évidemment, mais tu délires complètement, mais vraiment, mais tu es complètement folle. Évidemment que j'ai dit noir, je n'ai jamais dit blanc. Et ce sont des personnes qui ont une telle conviction quand ils vous disent ça qu'au bout d'un moment, on finit par se dire mais peut-être c'est moi qui suis plus d'aplomb. Comme ce sont des personnes qui en plus sont souvent très séduisantes, très populaires, si on finit par s'ouvrir sur la difficulté relationnelle autour de soi, on va souvent avoir des retours un peu perplexes, presque un peu incrédules. Personne va dire « Ah, quand même, ça m'étonne, c'est quand même une belle personne, ça m'étonne. » Je ne pense pas qu'il t'ait vraiment dit ça. Peut-être c'est toi, dans ta tête, qui a interprété. Et donc, on finit par se dire « Mais en fait, je pense que je deviens cinglé, c'est moi qui déraille. » Et ça, quand on commence, c'est pour peu qu'on ait quand même eu toujours une vie à peu près équilibrée, jamais de problèmes, de crise, de délire ou autre, ça, c'est vraiment, ça doit mettre la puce à l'oreille, de dire non, attends, c'est cette personne qui est en train de me rendre complètement folle, complètement fou, et ça peut être vraiment un signe avant-coureur qu'il faut se protéger absolument, et souvent la meilleure protection, c'est la fuite. D'accord, merci beaucoup. Alors, je me permets de vous rappeler que vous suivez actuellement les dossiers psycho et que nous traitons aujourd'hui des pervers narcissiques. Ça commence à réagir notamment sur Facebook. Vous êtes donc docteur en psychologie. Vous êtes également homme de médias. Vous intervenez souvent en radio, par exemple, sur Sud Radio, Énergie 12, France Bleu. On vous pose souvent ce genre de questions, justement, sur cette thématique? Alors ça, c'est vrai que la question des pervers narcissique manipulateur revient très souvent. En plus, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, il y a beaucoup de manipulateurs. Donc heureusement, tous ne sont pas pervers narcissiques. Maintenant, il y a beaucoup de manipulateurs, on l'est tous un petit peu, et c'est vrai que certaines personnes sont très très manipulatrices, sans pour autant que ce soit pathologique. Pour autant, c'est vrai qu'on peut souffrir vraiment quand on est dans une relation affective, même amoureuse, avec une personne qui a vraiment tendance à nous manipuler, même si elle n'est pas psychopathe, même si elle n'est pas dangereuse, à proprement parler, on peut quand même se faire très très mal. Donc oui, c'est une thématique qui revient très très souvent parce que de toute façon, encore une fois, dès qu'on est très amoureux ou très amoureuse de quelqu'un,
on est soi-même davantage manipulable, je dirais. Donc ces questions de manipulation dans la relation affective, oui, c'est quelque chose qui revient vraiment très très souvent. D'accord. Et en effet, c'est en train de bien réagir sur les réseaux sociaux. Je me permets de rappeler donc que pour tout accompagnement personnalisé, vous pouvez tout à fait rejoindre Jean Dorédo en consultation privée au numéro qui est en train de s'afficher actuellement, soit par téléphone, soit pour un rendez-vous en cabinet. Donc n'hésitez pas, ne restez pas dans cette situation-là en tous les cas. Et tout de suite, donc, nous allons recevoir l'appel d'Auria qui nous a contactés pour justement apporter son témoignage. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Auria, vous êtes en direct sur le plateau. Je vous laisse donc brièvement exposer votre situation à Jean Dorédo. Moi, oui, effectivement, j'ai des pervers narcissiques. On a eu une relation qui a duré 12 ans. D'accord. Donc, jusqu'au jour où, effectivement, je me rends compte que dans tout ce que je pouvais lui proposer, tout ce que, au niveau projet, etc., il se cachait derrière des mensonges. Quand je lui rappelais que je lui avais proposé tel ou tel projet, donc pour notre relation de couple, hein, il arrivait à me faire sentir coupable. Ah, voilà. Donc, de ce que... Oui, c'était de ma faute, en fait. C'était de ma faute si ça n'aboutissait pas, si la relation était caduque. Hein. Donc, ça a duré quelques années. Au début, j'ai mis ça sur... effectivement, il terminait ses études, études très longues, études très dures, où j'ai été avec lui dans l'accompagnement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, à être d'accord. C'est-à-dire que vous lui avez servi, si je comprends bien, à finir ses études, en fin de compte. Voilà, je lui ai servi à finir ses études, à le pousser. Donc, même une fois diplômé, hein, donc c'est pas moi qui ai eu cette place à être le jour de son mémoire. Hein. Donc ensuite est venue la période où ma mère était en soins palliatifs. Donc effectivement, je suis partie 5 mois à l'étranger hein, pour accompagner ma mère vers la mort. Donc il m'a trompée à ce moment-là. D'accord. Donc je pense qu'il a dû me tromper à bien d'autres reprises. Hein. Donc puisque en fait pour lui, après coup, j'étais qu'un objet sexuel. Pardon, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Après coup, oui. Après la réflexion que j'ai pu avoir sur moi-même, pour lui, j'étais qu'un objet, j'étais sa chose. Oui, voilà, c'est ça. J'étais un objet sexuel. Alors, si je comprends bien, Auria, ça veut dire que cette relation est terminée aujourd'hui. Cette relation est terminée, oui. D'accord. C'est-à-dire que vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge? J'avais 30 ans. D'accord. Et donc, vous êtes restés 12 ans ensemble. On est restés 12 ans ensemble. Et aujourd'hui, vous avez quel âge, Auria? Aujourd'hui, je vais avoir 43 ans. D'accord, donc c'est fini depuis peu, finalement. C'est fini depuis peu, depuis le jour où il a appris que j'étais enceinte de lui. D'accord. Donc, là, il a rejeté sa tromperie qu'il avait eue envers moi, sur moi, comme quoi c'était moi qui l'avais trompé, comme qu'elle n'était pas le père de cet enfant. Donc, enfant qui ne voulait pas quand il était là, mais enfant qui... Quand ma mère est décédée, en fait, effectivement, j'ai décidé de faire un enfant, mais pas derrière son dos. Hein. Donc, du coup, je suis partie sur un long parcours de procréation médicalement assistée. D'accord. Puisqu'on cherchait pourquoi j'arrivais pas à tomber enceinte naturellement. Donc, où il était au courant des rendez-vous, où il avait des tests à faire, où il reculait tout le temps l'échéance, où il devait être présent avec mon rendez-vous et à la dernière minute, il était de garde. Donc, forcément, il venait pas au rendez-vous. Vous viviez ensemble à ce moment-là encore? On n'a jamais vécu ensemble. Jamais vécu ensemble, hein, d'accord. En fait, il fallait que je sois à sa disposition. D'accord. C'est là où vous aviez vraiment le sentiment d'être vraiment un objet pour lui, c'est ça hein? Ah oui, mais de toute façon, j'étais clairement un objet, et encore maintenant. Encore maintenant, dès qu'il rentre en contact pour moi, c'est pour avoir un contact avec, pas avec la femme, mais avec la chose. Oui, d'accord, d'accord. Et alors, aujourd'hui, quel âge a votre enfant? Mon enfant a 20 mois. 20 mois, d'accord. Comment il va? Il va bien?
Donc la dernière fois que j'ai eu un contact avec lui, c'était à mon 6e mois de grossesse. D'accord. Donc maintenant, pourquoi moi, dans mon idée, je pensais qu'il allait changer d'avis sur sa paternité. Hein. Ouais. Donc ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu l'enfant? Ah non, il n'a pas reconnu. Forcément, il sait que c'est un garçon parce que je lui ai dit. Mais il ne sait pas s'il est en bonne santé. Il ne sait pas comment il s'appelle. Donc, et il ne l'a jamais vu. Et est-ce que l'enfant est en bonne santé? Oui, l'enfant est en bonne santé. Bon, ben ça c'est l'essentiel. Bon, ben très bien. Et alors, vous, Ouria, est-ce que vous avez le sentiment d'être guérie de cette relation? Guérie, pas tout à fait. Pas tout à fait? Guérie, pas tout à fait parce que je sais qu'il manquait très peu de choses pour que je reparte avec lui. Hein. D'accord. C'est-à-dire que demain, il vous appelle, il vous dit, écoute, je suis très amoureux de toi, pardon chérie, j'ai fait l'idiot. Vous plongez à fond. Oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, le connaissant et grâce à mon fils, effectivement, pour moi, maintenant, c'est terminé. C'est terminé dans le sens où ma priorité est mon fils, et de toute façon, je l'ai très bien vu à partir du jour où je lui ai dit que j'étais enceinte, hein, que le fait que j'allais plus être sa priorité, ça lui posait problème. Oui, bien sûr. Où il n'allait plus être mon centre d'intérêt, ça lui posait problème. Ah bah c'est-à-dire que oui, dans ce genre de profil, il n'y a pas de place pour deux, quoi. Voilà, et puis pour moi, c'est mon fils qui m'a poussé à mettre une croix sur cette relation. Et alors, aujourd'hui, donc vous vivez avec votre fils, et il y a combien de kilomètres physiquement entre vous et cet homme? Oh, une petite dizaine. Ah oui, c'est ça, vous vivez vraiment proches l'un de l'autre. Hein. Oui, vous le croisez, par exemple, vous le croisez, par exemple, toutes les semaines, tous les jours? On se croise pas parce que pour le moment, je pense que la chance est avec moi pour qu'on ne se croise pas, puisque de toute façon, il a ses informateurs dans le quartier où j'habite actuellement. Hein. Donc, il sait les endroits que je fréquente. Vous dites qu'il a des informateurs, c'est ça? Oui, il a des informateurs dans le quartier où je vis. Hein. D'accord. Donc, il sait que je fréquente tel bar, que je vois telle personne ou telle personne. Hein. Donc, maintenant, je ne l'ai pas recroisé depuis un long moment. Bon. Donc, de toute façon, je ne changerai pas d'avis sur le fait que si mon fils n'était pas là, effectivement, grâce à mon fils, je garde cette même ligne de conduite. Mon fils, c'est ma priorité et qu'il n'a plus aucun intérêt pour moi. Bon, malgré les sentiments. Mais écoutez, bien sûr, ne changez rien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite, Ouria, aujourd'hui? Ce qu'on me souhaiterait, c'est que, effectivement, de rencontrer quelqu'un d'autre, que mon fils s'épanouisse et que je ne retombe pas dans ses bras, surtout. Et attends, un conseil justement que l'on pourrait apporter à Ouria pour qu'elle termine justement de se sortir de cette situation-là? C'est-à-dire qu'effectivement... Elle a très bien fait le travail elle-même et c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, ni la force. Mais est-ce qu'il y a encore des petites choses qu'on peut lui conseiller? Ouria l'a dit, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a décentré, je dirais, son intérêt. C'est-à-dire qu'elle avait un intérêt qui était focalisé sur cet homme à tel point qu'elle était vraiment à sa disposition. Vraiment, tout s'arrêtait, si je comprends bien, dès que cet homme lui demandait d'être disponible. Là, c'est vraiment, elle a fait un pas énorme, elle a décentré son centre d'intérêt donc sur son enfant, sur son fils de 20 mois. Et le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est effectivement de faire en sorte, Ouria, vraiment de vous entourer. Je ne sais pas comment ça se passe avec votre famille, avec vos amis. Maintenant, voilà, c'est très très important pour vous, Ouria, maintenant, pour bien vous reconstruire, de vous entourer de personnes de confiance, de personnes qui vous aiment vraiment, pour qui vous êtes, pas pour ce que vous leur apportez, pas parce que vous leur servez à quelque chose, vraiment des personnes qui sont vraiment aimantes. Et c'est dans ces conditions-là que effectivement vous pourrez faire une nouvelle rencontre satisfaisante. Heureusement pour moi, j'ai
un entourage familial qui est présent et que j'ai aussi un entourage amical et professionnel qui est très présent. Donc, de par mon entourage familial, au moment où j'ai accouché de mon fils, où ma sœur était persuadée que j'allais revoir le père de mon fils, hein. Ouais. Donc, alors que c'était pas le cas, et ça pardon de poser la question, Auria. Je la pose oui. pour vous, je la pose aussi pour les personnes qui nous écoutent. Hein. C'est un entourage familial qui n'est pas maltraitant. Ah non, du tout. Qui n'a jamais été maltraitant. Non, du tout. Très bien. Je vous pose la question, Auria, parce que mon entourage familial a toujours été bienveillant envers moi. Bon, ça, c'est vraiment très, très bien, et tant mieux. Je vous pose la question parce que certaines personnes se retrouvent effectivement, une fois adultes, en proie à des manipulateurs comme ça, précisément parce que voilà, quand elles étaient enfants, elles étaient maltraitées et ça a pu préparer le terrain. Vous, ce n'est pas votre cas, vous avez un entourage qui est très aimant. Donc ça, vraiment, écoutez, ne changez rien, c'est très, très aidant, ça va vous nourrir effectivement. C'est grâce à ma famille proche et ma famille de cœur, qui est ma famille du travail, hein, que j'ai pu surmonter le postpartum que j'ai fait. Bien sûr. Ben oui, parce que vous étiez complètement abandonné, là, si j'ai bien compris, par ce monsieur. Ah oui. Hein? Ah oui, mais de toute façon, le postpartum que j'ai fait, en grande partie, c'est à cause de lui, hein. C'est à cause de lui parce que la veille de mon accouchement et le lendemain de mon accouchement, lui, il a fait aller ses antennes professionnelles pour savoir si j'étais à la maternité ou pas. De toute façon, c'était facile à calculer, hein. Donc, au point où j'ai pris peur, où le surlendemain de mon accouchement, il s'est présenté en bas de chez moi, alors que j'étais encore hospitalisée, et où j'ai dû me faire passer sous un statut anonyme à la maternité. Bon. Donc, et effectivement, oui, à ce moment-là, j'ai su me protéger et j'ai su protéger mon fils. Mais écoutez, c'est vraiment l'essentiel. Nous, bien sûr, on vous souhaite de faire effectivement une belle rencontre pour pouvoir continuer dans les meilleures conditions. Merci, Auria. Merci beaucoup, Auria, pour ce témoignage. Et moi, ce que je peux conseiller aux femmes qui sont femmes ou hommes, hein, allez-y, bien sûr, qui sont dans le même cas que moi, à plus ou moins un degré différent, c'est qu'elles se trouvent un leitmotiv, un combat qui puisse ne pas les faire regarder en arrière. Merci. Et vous, c'est votre fils. À partir du moment où elles ont pris la décision de quitter, qu'elles se trouvent un combat pour ne pas regarder en arrière. Exactement. Ah oui, très très bon, effectivement. Toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. Voilà. Merci, Auria. Merci, Auria. Je vous en prie. Merci à vous. Bon courage et puis le meilleur pour l'avenir alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, quelle histoire, en effet. Et on le constate, vous êtes très nombreux à réagir. On a des questions notamment, donc on va continuer un petit peu à répondre à des questions puisque le sujet, on l'aura bien deviné, est très complexe et on n'aura pas tout le temps nécessaire pour en faire le tour, bien sûr. Mais en tous les cas, donc, on a des questions assez intéressantes et notamment celle de Florence qui demande comment se défaire de ce sentiment d'humiliation et de dévalorisation que je vis maintenant comme un traumatisme après le départ de celui-ci. Alors oui, merci. C'est Florence, c'est ça? Oui. Comment se défaire du sentiment d'humiliation? C'est-à-dire que, alors c'est pas si simple, hein, donc d'abord accepter qu'on a été l'objet d'un mauvais traitement. Hein, donc ça, vraiment, ce qu'on reconnaît toujours en victimologie, hein, c'est d'abord de bien acter que, justement, on a été l'objet d'un mauvais traitement. Hein, donc c'est pas qu'on dysfonctionne, hein, c'est cesser de se dire quelque chose ne va pas avec moi, je ne suis pas comme il faut. Non, on a été l'objet d'un mauvais traitement. On pourrait même parler d'agression. Hein, si une personne vous humilie comme ça, c'est une agression. Bon. Ça, c'est le premier point. Hein, accepter ça et se reconnaître vraiment dans ce qu'on a vécu. Le deuxième point, hein, pour guérir de l'humiliation, c'est que, en fin de compte, l'humiliation, c'est qu'on se sent jugé par quelqu'un d'autre. Hein. L'humiliation, c'est dans le regard de l'autre. On se dit, mais vraiment, pour qui je suis passé? Bon. Et en fin de compte, c'est notre propre angoisse, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on se rend compte, quand on parle notamment à des professionnels, quand on va voir,
un psychologue, un psychothérapeute, et qu'on s'ouvre comme ça, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de jugement. On se rend compte qu'on a, au contraire, des oreilles qui sont accueillantes, qui sont bienveillantes. Et donc, en fin de compte, c'est parce qu'on se juge soi-même qu'on se sent humilié. Quelqu'un peut vous rabaisser pendant des années, peut vous traiter vraiment d'imbécile, en disant mais tu comprends vraiment rien, tu sers à rien. Je me rappelle une patiente, un monsieur disait tu sers vraiment à rien. Bon. Et en fin de compte, c'est vraiment réussir à se souvenir que c'est cette personne qui sert à rien en l'occurrence. Voilà. C'est sa méchanceté. Hein, c'est réussir à rendre sa méchanceté à son expéditeur pour en guérir. Et ça passe par effectivement se reconstruire en termes d'estime personnelle, se regonfler en termes d'estime personnelle, se souvenir que c'est vraiment, la personne ne parle que d'elle. Et donc il y a, dans le fond, réussir à ressentir, hein, vraiment le ressentir dans son corps, qu'il n'y a pas d'humiliation en fait. Hein, c'est elle qui est dans un jeu toxique et inintéressant. Très bien. Et alors, dans le cas d'Oria, donc, elle est partie avec son enfant, mais on a la question de Séverine qui nous demande quelle attitude avoir quand on a des enfants avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Alors, je dirais, ça dépend comment se comporte le pervers narcissique avec les enfants. C'est-à-dire que si tout se passe bien, bon, je dirais, il est essentiel de ne toucher rien. Toutefois, c'est-à-dire que si une maman, par exemple, a des enfants avec un homme pervers narcissique manipulateur et que justement il passe son temps à dévaloriser la maman, il passe son temps dans la violence, là, quand même, c'est important de faire le nécessaire et que la maman se protège de ce monsieur pour son bien à elle et aussi pour le bien de ses enfants. Parce que ce n'est pas satisfaisant que des enfants qui grandissent avec une mère ou un père, hein, parce qu'il peut y avoir des femmes très maltraitantes, très dévalorisantes, justement très manipulatrices hein, avec leurs époux, et les géniteurs de leurs enfants. Donc, si vous voulez, ce n'est pas satisfaisant. Donc, ça, c'est important de se protéger de ça. Et puis, il arrive, hélas, ça, j'ai eu souvent le cas dans mon cabinet, de personnes qui rapportent quand elles étaient enfants, un des deux parents était extrêmement violent verbalement avec eux, à les rabaisser systématiquement, donc dans une attitude de pervers narcissique, et à dire à l'enfant, de toute façon, c'est toujours de sa faute, justement à le rabaisser, etc. Et là, c'est essentiel de protéger les enfants. Pardon, hein, c'est peut-être un peu difficile à entendre, mais le seul médicament qui fonctionne, c'est la fuite. Hein. Tout à fait. Et alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a Adeline qui pose la question, le manipulateur peut-il être clivé, c'est-à-dire avoir ce comportement au travail et pas en famille ou inversement? Alors, comportement au travail, oui, ça peut arriver. Toutefois, c'est quand même plus souvent en famille que ça se passe, puisqu'encore une fois, le manipulateur pathologique est soucieux de son image sociale. C'est quelque chose qui va vraiment servir la personne dans tout son projet, dans toute sa stratégie d'emprise, c'est d'avoir quand même un pass, je dirais, social. Donc c'est souvent en famille que ça se passe. Donc clivé, oui, ce sont des personnes qui sont d'une certaine façon clivées, en tout cas qui donnent l'apparence d'être clivées, puisque ce qui revient systématiquement, c'est « je ne reconnaissais pas mon compagnon, ma compagne, j'avais l'impression d'être avec une autre personne parce qu'elle change complètement d'état d'esprit comme ça, de mindset en une fraction de seconde, ce qui renvoie d'ailleurs, parce que cliver, c'est un terme utilisé en psychopathologie, et c'est vrai que ça renvoie à une dimension un peu vraiment, oui, pathologique de la personne. Bon, alors, je crois connaître un tout petit peu la réponse, mais quand on vit justement avec un pervers narcissique, comment faire face à ces injonctions? Comment essayer de communiquer avec lui? Quel message il va pouvoir comprendre? Mais c'est-à-dire que ça, la question est un peu difficile. Alors, encore une fois, hein, je parle vraiment pour
le cas des pervers narcissiques manipulateurs, donc des personnes qui sont vraiment perverses, qui sont malades en réalité. Hein. Donc ça, c'est vraiment dans ce cadre-là que je parle. Hein. Si c'est juste quelqu'un qui nous manipule, c'est différent. Mais si on est vraiment avec un pervers narcissique, là, c'est difficile parce que la communication, si vous voulez, je ne sais plus quel auteur disait, si tu parles sérieusement avec un fou, c'est toi qui vas devenir fou. Parce que la personne, si vous voulez, elle n'est pas... La communication, si vous voulez, ne se fait pas d'égal à égal, puisque la personne, de toute façon, elle est là pour que vous lui serviez en tant qu'objet. Donc c'est très très difficile de communiquer avec un pervers narcissique manipulateur, à moins pour dire au revoir et partir. En revanche, hein, on l'a dit, parfois on se retrouve manipulé par des personnes qui ne sont pas malades, qui sont très manipulatrices. Donc là, il faut à ce moment-là réussir à communiquer pour mettre des limites. Voilà, des limites très claires. Pour dire ça, c'est carton jaune. Et même oser mettre des cartons rouges. Voilà, ça, voilà, maintenant c'est terminé. Et en même temps, le carton rouge, encore une fois, hein, c'est important que ce soit un vrai carton rouge. Hein, c'est-à-dire que la situation soit vraiment disqualifiante. C'est comme ça qu'on réussit éventuellement à se protéger, c'est de mettre des limites. Très bien. Alors donc, si j'ai bien compris, déjà il est très difficile de prendre conscience donc, que l'on est dans ce cas précis, quand l'on se retrouve soi-même dans ce cas, si on constate que quelqu'un de notre entourage est victime de ce genre de personnage, que pouvons-nous faire tout simplement pour l'aider, pour lui en faire prendre conscience ? Écoutez, je crois que la première chose qu'on peut faire pour les personnes qu'on aime, c'est de leur dire, sans forcément accuser les personnes qu'on soupçonne d'être pervers narcissiques manipulateurs, juste leur dire écoute, dire ce qu'on pense, je te trouve une mauvaise mine, on se voit moins, c'est dommage. Tiens, un tel m'a parlé de toi, il m'a dit qu'il t'avait laissé plusieurs messages que tu n'as pas rappelés, parce qu'on se retrouve très isolé quand on est prisonnier comme ça d'une relation d'emprise. Et c'est vrai que du coup, ça fait du bien, c'est notre rôle à tous. Voilà, si on a un ami ou une amie qui rentre dans ce genre de situation, oui, de l'alerter, de dire écoute quand même, c'est dommage, on ne te voit plus, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à appeler, vraiment la mettre en confiance et même si la nature de la relation est suffisamment solide, ne pas hésiter à valoriser la personne. Parce qu'elle est précisément en train d'avoir des doutes là-dessus. Donc de lui dire, tu sais, tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es vraiment une personne de confiance que j'apprécie, que j'aime. J'espère que tout va bien pour toi, j'espère que si ça ne va pas, tu m'en parleras. Vraiment de mettre la personne en confiance, on pourrait presque faire une comparaison avec la toxicomanie, une personne qui se retrouve sous l'emprise d'un produit. On ne peut que lui dire, écoute, je suis là si tu as besoin de moi, pour me parler. Et c'est un petit peu la même chose quand quelqu'un se retrouve sous emprise d'une relation toxique. On ne peut guère faire que ça, de la rassurer, de dire voilà, moi je suis là, donc tu peux me faire confiance, tu es quelqu'un qui compte pour moi, que j'apprécie, que j'aime. Donc vraiment, si ça ne va pas, tu peux me le dire. Et alors, autre question, comment se comporte un pervers narcissique quand son couple devient famille? C'est-à-dire, quelle sera sa relation avec l'enfant? Est-ce qu'il aura justement la même attitude envers son enfant qu'envers sa femme ou envers son époux si le pervers narcissique est de l'autre sexe, bien sûr? C'est-à-dire que c'est un peu la loterie, ça effectivement on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut, comme le pervers narcissique, si vous voulez, considère l'autre comme des objets, et bien sûr que l'enfant peut le valoriser. Regardez comme mon enfant est beau, regardez comme il réussit bien, c'est moi qui l'ai fait. Et en même temps, pour l'enfant, ça peut être très toxique parce qu'il se retrouve justement enfant-objet, espèce de singe savant comme ça, pour servir l'intérêt des parents. Et puis, ça peut basculer aussi dans des situations absolument sordides avec justement c'est folcoche, quoi. C'est Bazin, Vipère au point, des personnes qui sont méchantes avec les enfants, encore une fois, pour nourrir ce besoin narcissique de pouvoir. Rouillard l'a dit tout à l'heure, elle était vraiment pour le bon plaisir de cet homme. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les pervers narcissiques. C'est vraiment ce besoin
justement d'assouvir leur soif narcissique de toute puissance. Et donc, c'est vrai qu'avec des enfants, ça crée des situations qui vont jusqu'à la maltraitance. Et bon, à ce moment-là, il est fréquent que les services sociaux soient mobilisés parce que les enfants souffrent, bien sûr, de ces relations qui sont des relations avec des personnes qui sont, si vous voulez, dans l'incapacité, de par leur structure pathologique, elles sont dans l'incapacité de créer l'espace d'amour, d'attention nécessaire à l'épanouissement d'un enfant. Très bien. Ensuite, nous avons une question également très pertinente qui rejoint une autre question. Du coup, on va poser les deux en même temps. Est-ce que si l'on montre une conférence comme celle-ci, donc cette émission, le pervers narcissique va-t-il se reconnaître? Et qui entraîne la question suivante que je souhaitais poser, c'est si on a conscience que l'on est pervers narcissique, peut-on en guérir? Peut-on avoir peut-être des consultations qui lui permettraient de modifier son profil en tous les cas? Alors, sur les guérisons, moi j'aime bien croire qu'on peut guérir de tout, même s'il en va du pervers narcissique, comme je dirais de toutes les autres problématiques, il est essentiel qu'il y ait un désir de guérir au départ. Et ça, c'est assez rare, hélas. Il est rare. Oui, c'est assez rare d'entendre un pervers narcissique dire quand même, je suis trop méchant, donc il faut que je me fasse soigner, puisque justement, on l'a dit, dans la structure comme ça, les espèces d'échafaudage comme ça, psychique du pervers, c'est la faute des autres. Donc c'est jamais lui qui est méchant, c'est les autres qui n'ont pas compris, mais j'ai jamais dit ça, mais non, mais tu fabules complètement. Bon. Donc, c'est-à-dire que c'est compliqué dans la mesure où il n'y a pas de demande. En revanche, un pervers narcissique qui serait dans un processus de thérapie pour guérir, évidemment qu'il n'y a pas de raison, tout le monde peut se transformer. Bon. Mais il faut qu'il y ait une demande au départ. On ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif, ça ne marche pas. Et puis, sur l'idée de montrer cet échange-là, un pervers narcissique, ça, je pense qu'on peut avoir un beau cas d'école. J'imagine déjà un pervers narcissique manipulateur démontant point par point tout ce qui a pu être dit là, puisque c'est justement un des passe-temps favoris du pervers narcissique, c'est systématiquement de casser, de briser, d'atomiser tout ce qui peut représenter un tout petit peu d'intérêt vis-à-vis de l'autre. Donc l'autre dit, tiens, j'ai vu, je ne sais pas, une exposition, c'était super. Et elle l'emmène et il va passer son temps à démonter l'expo, c'est nul, c'est minable, mais ma pauvre, mais comment tu peux trouver de l'intérêt à ce truc-là? Enfin bref. Charmant personnage. Oui, non, ça peut être intéressant pour voir, pour regarder, voir la personne, comment elle fait. Là, c'est vraiment, oui, c'est un cas d'école. Très bien. Alors, on vous remercie encore une fois de nous suivre aussi nombreux et puis de participer à cet échange très riche de questions. Un autre aspect, donc on l'a vu avec Auria, elle s'en sort, voilà, elle va de l'avant, elle a un objectif qui l'a aidé à s'en sortir, elle l'a dit elle-même, éviter de regarder en arrière. Quelles sont, comment dire, les conséquences de la violence psychologique sur la victime? Comment peut-elle se reconstruire? Voilà, quand on n'est pas dans le cas d'Auria, qu'on est peut-être plus en difficulté, que faire pour se reconstruire? Alors, quelles sont les conséquences? C'est vrai que selon la durée suivant laquelle la relation toxique va rester, et les conséquences peuvent être assez lourdes, puisque on sort d'une relation avec un pervers narcissique manipulateur complètement lessivé. Et notamment en termes d'estime de soi, vraiment, là, la personne qui a été l'objet de ce genre de traitement a le sentiment qu'elle est vraiment plus bas que terre, en dessous de zéro. Donc, en termes d'estime de soi, ce sont des gros dégâts. Et donc, comment on peut guérir de ça? Bien précisément, par ce qu'on appelle le soutien social, c'est-à-dire de vraiment travailler à être entouré de personnes aimantes et bienveillantes qui vont justement nous aider à nous souvenir que oui, nous avons de la valeur, oui, nous sommes quelqu'un de bien, oui, nous sommes tout à fait dignes d'être aimés.
Et ça, vraiment, toutes les études montrent que, bien sûr, on fait un travail sur soi, c'est la première étape, en fin de compte, c'est d'avoir déjà un professionnel, un psy, qui va avoir cet accueil bienveillant, et même, quand bien même on doute, va nous dire, non, non, manifestement, vous n'êtes pas une personne folle. Et donc ça fait du bien, et c'est ça qui va aider à se reconstruire, et à aller ensuite à se resocialiser, retisser ces relations qui bien souvent avaient été coupées par cette relation toxique. C'est comme une plante qui va à nouveau prendre de la sève, à nouveau faire des bourgeons, s'épanouir. Ça peut prendre un peu de temps, et en même temps, dès qu'on est sur le chemin, c'est l'essentiel. On a entendu Roya tout à l'heure, elle a son fils, il a 20 mois, elle regarde de l'avant, tout en étant très très lucide. Elle dit, voilà, si je n'avais pas mon fils, demain il me rappelle, je cours le retrouver. Donc elle a cette lucidité qui la rend plus forte en réalité, parce qu'elle est complètement lucide sur le truc, et en même temps, elle est déterminée, c'est ce qu'il ressortait manifestement de l'échange, elle est déterminée à regarder l'avenir, et c'est comme ça qu'on guérit, qu'on se reconstruit. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'on peut trouver le bonheur dans une relation amoureuse par la suite ? Ah ben écoutez, oui, alors vraiment merci de poser la question, Émilie. Donnez-nous un peu d'espoir. Ben oui, c'est vraiment la première chose à rappeler, c'est effectivement l'amour guérit de tout. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes ces personnes qui ont vécu des relations toxiques comme ça, c'est effectivement de retrouver enfin une vraie relation où il y a de l'amour, de l'échange, de la connivence, de la complicité. Retrouver une relation avec une personne qui est capable de dire « Ah, pardon chérie, c'est vrai, tu as raison, excuse-moi, j'ai commis une erreur, je me suis trompé. » Ça fait le plus grand bien, et ça existe. Et encore une fois, parce que c'est aussi l'entourage, vraiment la famille, les amis, qui vont aider à rendre cette relation possible. On peut parfois être, une victime potentielle de relations avec un pervers narcissique, quand on a tendance à aller dans des relations assez fusionnelles comme ça. On cherche un petit peu la relation qui va vraiment nous nourrir comme ça sur tous les aspects de notre vie. Et ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on peut du coup tomber plus facilement sous emprise. Donc on souhaite vraiment à tout le monde de trouver une belle relation épanouissante, nourrissante, et tout en conservant un vrai environnement social et affectif dont chacun a besoin pour mener une existence satisfaisante. Jean Dorido, merci beaucoup. Merci Émilie.